Bonjour Étienne, ça va? Est-ce que tu m'entends? Bonjour Olivier, je t'entends bien, oui. Pareil pour toi? Super, parfait. Super. Merci infiniment d'avoir accepté de venir parler un petit peu d'écriture avec nous. Comme tu le sais, on essaye Ah, mais de, ça me fait- voilà, de donner envie au plus de monde possible de découvrir des univers et des écritures. Euh, euh, Aujourd'hui, je voulais donc te proposer de réfléchir à l'idée d'écrire l'histoire. Tu as publié donc un premier roman chez Gallimard, Les Envolés, qui vient de recevoir le prix Goncourt du premier roman. Et c'est un prix amplement mérité. J'ai beaucoup aimé ce livre dont j'avais parlé il y a quelques mois quand il était sorti. Alors la première question, c'est un livre qui parle qui part d'un personnage historique, Franz Reichelt. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, même si j'imagine qu'on t'a déjà posé la question souvent, sur le point de départ et le- l'attachement, la genèse de cet attachement à la figure de ce tailleur, hein. Ok. Merci beaucoup d'abord Olivier, et puis merci aux personnes qui rejoignent le direct. Ça me fait très plaisir d'avoir cette occasion déjà de rencontrer Olivier, de découvrir aussi les ateliers Bohème et puis de parler un peu encore de mon cher tailleur. Alors, Franz Reichelt, oui, c'est un personnage historique. Reichelt est né en 1878 ou 19, j'ai oublié, à la fin du 19e, en Bohème, dans ce qui était à l'époque le royaume de Bohème et qui aujourd'hui fait partie de la République tchèque. Cet homme, tailleur pour dames, s'installe à Paris en 1900 et à partir de 1909 à peu près, il a un projet qui consiste à inventer un parachute. En fait, le parachute existe déjà comme objet expérimental, mais on n'a pas encore de parachute qui soit vraiment opérationnel pour un pilote d'aéroplane, comme on dit à l'époque pour les avions. On est vraiment au début de l'histoire de l'aviation, il y a les premiers crashs qui ont lieu, et il y a même un concours qui est organisé pour récompenser celui qui inventera le parachute, qui permettra aux aviateurs de sauver leur. Et donc cet homme qui est d'ailleurs pour dame n'a aucune compétence scientifique, mais il a des compétences en tissu. Et il se dit, allez, je me lance. Et il a ce projet euh, fou parce que il va vraiment le pousser jusqu'au bout. Ce qui est fascinant avec cette histoire, c'est que son parachute, il ne peut pas marcher. Il est mal conçu, il n'est pas opérationnel, tout ça, tout ça. Mais il s'entête. Il le montre à tout le monde, on lui dit ça peut pas marcher, mais il s'entête. Et un jour, le 4 février 1912, il finit par sauter lui-même avec ce parachute depuis le premier étage de la Tour Eiffel à 57 mètres du sol, et ça ne s'ouvre pas, et il meurt. Alors, c'est un épisode historique, assez secondaire, hein, assez anecdotique, mais qui a été rendu important par une chose, c'est qu'il est filmé. À l'époque de ce saut, en février 1912, la compagnie Pathé Journal, qui diffusait des courts-métrages d'information avant les films dans les salles de cinéma, a envoyé deux reporters. Et deux reporters ont filmé les dernières minutes de Franz Reichelt. C'est dans l'histoire la deuxième fois seulement que la mort d'un homme est saisie en direct. La première fois, c'était quelques mois plus tôt, c'était une exécution publique. Là, c'est une mort qui n'était pas prévue, une mort spectaculaire, accidentelle peut-être, en tout cas très mystérieuse, filmée en réel. Donc, cette anecdote se voit investie d'un poids historique redoublé par le fait qu'elle est filmée, parce que c'est dans l'histoire du cinéma aussi un moment assez important. Je suis tombé dessus par hasard. Comme cette vidéo, plutôt, c'est pas une vidéo à l'origine, c'est vraiment hein, un film d'actualité. Comme ce film a été conservé, on peut très facilement le trouver sur Internet. Et c'est là que je suis tombé dessus par hasard, il y a quelques années. Je le connaissais pas du tout. J'ai été bouleversé, ému, fasciné pour des tas de raisons. Enfin, déjà, c'est la Tour Eiffel. Enfin, soit c'est un peu mythique, c'est un peu magique. Et cette situation qui veut qu'il meure sous nos yeux, tout cela m'a vraiment attiré vers lui. Et c'est le point de départ de ce petit bouquin, Les Envolés, que tu as si gentiment présenté. Tu m'invites à parler de l'écriture de l'histoire. Alors, pour moi, déjà, c'est pas un roman historique. C'est un roman qui part de l'histoire, mais c'est pas un roman historique. J'ai pas du tout pour projet d'essayer de vous expliquer comment on vivait en 1912, comment ça marche un parachute, qu'est-ce que c'est qu'un tailleur pour dames. C'est plutôt un roman qui, à partir d'un épisode historique,
Et c'est d'écrire, finalement, pas l'histoire, pas écrire l'histoire, mais écrire quelque chose de plus intime et peut-être paradoxalement de plus universel, qui est tout simplement mon émotion face à cette vidéo. Je dis plus universel parce que, euh, en fait, c'est un livre de deuil pour moi. Franz Reichelt, dans mon bouquin, se superpose à deux figures, à deux personnes, deux personnages qui sont deux personnes, en fait. Mon grand-père, qui est mort d'un accident avant ma naissance, en tombant d'un balcon, parce que la balustrade s'est cassée, et une amie que j'ai eu la douleur de perdre plus récemment parce qu'elle s'est suicidée en faisant le choix de sauter par la fenêtre de son appartement. Et donc j'essaie de mettre des mots à partir de Franz sur ces deux personnes, et ça donne cette dimension endeuillée à mon bouquin, où finalement l'histoire n'est presque qu'un prétexte pour essayer de mettre des mots sur cet aspect. Bon, faut que je me taise, je fais des réponses trop longues. Non, pas du Je tout. t'écoute, C'est Olivier. passionnant. On pourrait t'écouter des heures et tu me facilites la tâche parce que justement, j'allais Ah, te suggérer que dans ma lecture du texte, je ne connaissais pas oui. ce Franz Reichelt. Et ce qui m'a touché, c'est justement à la fois la façon dont tu restitues quand même cette époque aussi, et dont par cette dimension d'autofiction presque que tu as mêlée à l'anecdote historique, tu trouves une profondeur voilà, poétique dans cette écriture de l'histoire qui fait pour moi la force aussi de ton texte. Alors, il y a une chose qui m'a frappé dans ton livre, c'est que on voit bien que l'histoire, toute cette matière historique et cette figure de Reichelt est une formidable école de liberté. Il y a quelque chose comme ça, euh, alors de radicalité dans ce choix de tester ce parachute. Mais enfin, il y a vraiment une façon de voir des problèmes, évidemment, existentiels qui traversent les époques sous cet angle-là, original de l'histoire, et une façon d'appréhender la vie. Donc. Et alors j'écoutais, comme je suis en résidence en ce moment à la Villa Marguerite Yourcenar, qui est un très beau lieu, j'écoutais des entretiens de Marguerite Yourcenar absolument passionnantes sur l'histoire, en particulier sur la façon d'écrire l'histoire et qu'est-ce que c'est que le roman historique ou en tout cas un personnage historique. Elle dit un truc très intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses. Elle dit, puis surtout quelle est ta position par rapport à ça, c'est que elle dit que le roman historique, on n'est pas à l'extérieur comme un historien, on est à l'intérieur, et que même si on va tâcher de tout savoir sur une époque, pour ne pas dire trop de bêtises sur le personnage dont on parle, face à cet attirail de faits, de vidéos, de documents, que l'historien, lui, va présenter avec lucidité, avec plausibilité, et en s'interdisant d'entrer à l'intérieur, le romancier, lui, va refondre, elle a une phrase très belle, elle dit, il refond ces documents figés que sont les documents historiques, passer au feu de sa propre émotion et de sa propre personnalité, en essayant de leur rendre cette fluidité qu'ils avaient au moment où ils étaient simplement de la vie vécue. Et je trouve ça très beau parce que dans ton texte, on a vraiment l'impression que on n'est pas dans un écueil qui est aussi celui du roman historique, parfois du pittoresque, mais on est vraiment avec ce type que moi je ne connaissais pas, dans ses chagrins d'amour, dans sa vie absolument incroyable. Et elle a cette formule très belle, Yourcenar, elle dit cette vie tremblée sans laquelle aucune résurrection n'est possible. Et elle fait de l'historien finalement une sorte de poète aussi qui va intérioriser ces personnages. Et je trouve que cette vision-là est une lecture très belle de la façon dont on peut s'approprier l'histoire, qui fonctionne très bien avec ton livre, parce que on a vraiment l'impression que tu deviens, comme Flaubert devient ou pas Madame Bovary, enfin, on a l'impression que tu deviens. Est-ce qu'il n'y avait pas un vertige, justement, pour s'en faire de mauvais jeux de mots, est-ce qu'il n'y avait pas un vertige de te mettre à la place de cet homme au destin quand même complètement extraordinaire? D'abord, merci. Je connaissais pas du tout ces citations de Yourcenar. Tu me diras tout à l'heure dans quel bouquin c'est. Je les lirai avec beaucoup de bonheur parce que je trouve ça extraordinairement juste et très beau. Du vertige, oui, carrément. Alors, du vertige, d'abord créé par l'aspect complètement obsessionnel de mon rapport à cette vidéo. Parce que je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Je cliquais, je cliquais pour avoir presque ce pouvoir un petit peu inavouable que tu as de ressusciter cet homme pendant quelques secondes, et puis finalement de le voir mourir une fois de plus et de recommencer. Euh, oui, le roman nous permet d'entrer dans beaucoup de choses, d'ouvrir beaucoup de portes. Et je crois que c'est vraiment la raison pour laquelle ce bouquin est mon premier roman, parce que les bouquins que j'ai pu faire avant, surtout avec Anne, mon épouse, étaient des essais, des livres d'enseignants où on essaie de mettre en forme un savoir, de rendre désirable un savoir. Et pendant quelques secondes, je me suis dit, oh, quel beau sujet d'essai.
effectivement, Franz Reichelt, ça nous permettrait de saisir tout l'esprit de la Belle Époque. J'aurais parlé de la Tour Eiffel, j'aurais parlé d'Apollinaire, évidemment, parce que Bergère aux Tour Eiffel, Zone, le premier poème d'alcool, qui associe précisément ces deux lieux de la modernité que sont à l'époque la Tour Eiffel et les aéroplanes, c'est écrit en 1912. Ça paraît en 13, mais c'est écrit la même année. Donc, l'histoire me donne presque quelque chose à dire sur Reichelt. Mais bon, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce qu'il m'a semblé que l'essai, comme œuvre d'investigation, tu parlais tout à l'heure de plausibilité, l'essai nous contraint euh, à fermer des portes, à présenter des explications comme préférables aux autres et essayer d'argumenter, d'étayer ce qu'on avance. Et donc, dans un essai, j'aurais dû déjà expliquer précisément ce qu'il voulait faire. Euh, J'aurais pas pu dire que c'est une histoire d'amour. Je n'aurais pas pu donner un sens à ce geste de l'invention du parachute. Et dans un essai, j'aurais dû aussi expliquer euh, est-ce qu'il pouvait réussir, pourquoi est-ce qu'il est mort précisément, qu'est-ce qu'il cherchait, etc. Et finalement, ça aurait fait de Franz Reichelt un objet d'investigation, de certitude peut-être, de savoir en tout cas, alors que la fiction, le roman, ou le roman historique éventuellement, nous permettent de faire des êtres dont on s'empare des objets d'empathie et aussi de tendresse, ce qui me paraît important. Oui, c'est très juste. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, il me semble que il y a un écueil justement souvent dans le roman historique, traditionnel en tout cas, qui est celui du pittoresque. Alors je n'ai pas précisé que tu étais en plus d'un brillant primo-romancier, un merveilleux enseignant qui enseigne la littérature en classe préparatoire, si je ne me trompe pas. Et Je vois défiler des noms d'anciens élèves, ça me fait tellement oui, plaisir. bah voilà, bah bonjour les anciens élèves et les nouveaux. Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un aspect de transmission de la mémoire aussi de cette figure de Reichelt? En tout cas, il y a un écueil du roman historique qui est celui du pittoresque, on pourrait dire. C'est-à-dire que Mhm. j'ai appris moi-même, justement, en préparant cet entretien, que le roman historique commençait avec le voyage du jeune Anacarsis de l'abbé Barthélemy, qui emprunte un petit peu au manuel d'histoire, c'est-à-dire qu'il nous fait apprendre tout ce qu'on peut savoir sur une époque, dans la façon dont les gens Mhm. se promenaient, etc. Et alors, ce roman historique traditionnel, le grand Sainte-Beuve s'en moque un moment en parlant du roi Mhm. Samus de Victor Hugo et en disant bon, moi, je suis allé au bois de Boulogne ce matin. Est-ce que c'est vraiment important de dire qu'il y avait des gens en crinoline, des soldats en uniforme et autres finalement, est-ce que l'essence d'une époque est, est vraiment contenue dans la description détaillée des lieux? En tout cas, je trouve que Mhm. les qualités de sympathie pour ton personnage, de curiosité, de pitié parfois, sans jamais en faire une idole, cette façon que tu as de renseigner le public sur quand même cette époque-là, en même temps d'avoir je trouve, cette approche très fine et, comme tu disais, émotionnelle quoi, de ce personnage. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très fort dans ton livre. On sent que tu t'es vraiment approprié ce Franz Reichelt. Un excellent professeur, nous dit Ben, Oscar. je crois que, oui, effectivement, l'écueil du roman historique, c'est quand la reconstitution devient une fin en soi. Tu évoquais Sainte-Beuve, le roi s'amuse, alors, qui est plutôt du théâtre, mais c'est Oui, significatif. C'est effectivement les romantiques qui donnent leur lettre de noblesse au roman historique, avec Saint-Mars de Vigny, par exemple. Mais ça donne des bouquins énormes, ou Notre-Dame de Paris. Enfin, euh, et d'ailleurs, j'ai peut-être des anciens élèves qui m'ont suivi sur Notre-Dame de Paris. Il y a tout un enjeu qui est celui de la lisibilité, notamment des passages énormes, les digressions hugoliennes ou alsaciennes, qui veulent absolument nous apprendre dans un projet didactique, qui à l'époque, en fait, est un projet de légitimation du roman. oui, Comme le roman est un genre considéré comme tout pourri dans la hiérarchie des genres, on essaie de lui donner ses lettres de noblesse en faisant un genre savant. intéressant. Bon, je ferme la Ah, c'est parenthèse passionnant. Ouais. pédagogique. Donc bref, j'ai pas voulu j'ai pas voulu reconstituer l'histoire. Je suggère par petites touches une espèce de toile de fond. J'ai lu quelque part dans un article sur mon bouquin un rapprochement avec les livres de Sampé, un livre des dessins à la Sampé, tu vois, à peine Hmm, suggéré. Ça m'a très paru juste. très joli, ça m'a fait très plaisir. Euh, je veux brosser une toile de fond plausible, sans trop trahir ce que pouvait être le cadre de, de, de vie de Franz Reichelt à l'époque, mais vraiment à toute petite touche. Et j'ai un peu honte, hein, parce que j'ai pas fait un travail considérable de recherche.
j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans les journaux de l'époque pour saisir un peu le zeitgeist, quoi, l'esprit d'époque, les sujets de conversation, etc. Et toutes ces photographies qu'on a de Franz Reichel qui donnent énormément d'informations sur lui. Mais j'ai pas lu des livres et des livres sur l'aviation ou sur la Tour Eiffel, parce que ça m'a paru en réalité hors sujet pour ce projet d'appropriation du, du personnage. Euh, Il y a autre chose dont je pourrais parler, en fait. Je ne sais pas si tu as lu le livre de Philippe Villain, pas ses romans, mais l'un de ses essais qui s'appelle il y a Orphée dedans. Je crois que c'est La Passion d'Orphée. Oui, C'était son dernier ou son avant-dernier essai. Et il y a dedans un chapitre que j'ai lu au moment où j'étais en train d'écrire Reichelt. Et ce chapitre m'a beaucoup perturbé parce que j'admire énormément Philippe Villain et je trouve qu'il est passionnant. Et c'est il a une normal. vision très exigeante et très juste de la littérature. Et il a consacré un chapitre à ce qu'on appelle maintenant l'exofiction, ouais, la fiction d'un personnage historique. Finalement, ce que j'ai fait. Et il parle aussi de wiki novel, de romans écrits avec Wikipédia. Hmm. Et en substance, il dit que c'est très facilement tout pourri, quoi, un roman comme ça, et que c'est un peu facile, et que limite moralement, ça pose des problèmes, parce que ça peut consister à s'approprier la notoriété du sujet qu'on veut traiter, à essayer de garantir euh, une certaine Oui, visibilité au bouquin, mais qui ne tient pas au livre en lui-même, mais au sujet qu'on a choisi. Et ça paraît philippin un peu indécent et trop facile. Déjà qu'on n'invente pas grand-chose. Et ça m'a vraiment perturbé en me disant, mais mince, mince, comment éviter cet écueil? Comment ne pas décevoir le grand Philippe Villain? euh, Alors j'essaie de me consoler, de négocier avec ma conscience en me disant que, bon, Franz Reichelt n'est pas euh, quelqu'un de très très connu. C'est une sorte d'inconnu célèbre. Euh, Beaucoup de gens ont vu cette vidéo et connaissent ces images, mais en général, on ne retient pas le nom de cet homme. Et finalement, c'est une page blanche. Donc, tant mieux, parce que ça me donne une grande liberté. Et je me dis, en tout cas, je ne me suis pas approprié une espèce de star du passé qu'on pourrait un peu remaquiller à la sauce moderniste. Et d'autre part, j'essaie de me consoler aussi en me disant que ces passages plus personnels où j'évoque un peu mon grand-père et cet ami Muriel, finalement, nous éloignent de cette démarche un peu plus publicitaire qui s'approprie un personnage, mais pour assurer la visibilité du livre. oui, c'est très juste ce que tu dis. Alors, j'encourage nos amis qui nous écoutent à lire les essais de Philippe Villain, que j'aime et j'estime énormément aussi en tant que romancier. Lui, il déconstruit effectivement la légitimation ou la délégitimation de la littérature comme esthétique, comme projet et dessin esthétique, la façon dont aussi effectivement la biographie devient un peu un genre commercial, c'est très 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 bien déconstruit. Néanmoins, je trouve que ton roman est à l'abri, en ce qui me concerne, de cette réserve qu'il émet lui, parce que justement, on est dans une image qui n'est pas folklorique, donc qui n'est pas Oui, particulièrement bankable. Et oui, ça, justement, Yourcenar, alors l'essai, c'est un essai qui, c'est en fait c'est un entretien qu'elle a accordé à l'INA en 73, et elle parle justement, alors le pittoresque comme écueil du roman historique, et elle identifie un autre écueil qui me semble très pertinent et qui rejoint un petit peu ce que dit Philippe Villain, c'est l'écueil du, on dirait, elle le nomme pas, mais l'écueil de l'anachronique, c'est-à-dire elle explique oui, que dans le roman historique populaire notamment, qui est destiné au cinéma, qui est destiné souvent à être scénarisé oui, ensuite, potentiellement, elle dit très bien, avec beaucoup de, comme d'habitude, de lucidité, elle dit qu'il y a un aspect de bal costumé, c'est-à-dire que les sujets, les intrigues, les événements qui intéressent les contemporains sont oui, projetés et habillés luxueusement dans les costumes du passé. Et finalement, l'histoire devient un prétexte. On en a une lecture anachronique pour s'imaginer en Napoléon. oui, bien Et sûr. là, je trouve que justement, c'est pas ce que tu fais. Tu mets en résonance, certes, les époques, mais de manière très subtile. Je trouve que tu donnes une image existentielle et non pas essentielle ou archétypale, un petit peu. Bon, allez, la belle époque ou etc. Donc, on est plutôt dans le destin d'un individu qui n'a été qu'une fois et qui est fait comme nous tous d'éléments fortuits, assemblés un peu au hasard parce qu'il lui arrive tout un tas d'événements
improbables qui vont forger son destin, ce pauvre Reichelt. Et tu parlais d'Apollinaire, il y a un vers magnifique d'Apollinaire, je ne sais plus dans quel poème, c'est alors il y a destin, destins impénétrables, et puis ensuite dans un poème c'est ces gens dont les destins leurs portes bougent comme ça, ce tremblement un petit peu des destins. J'ai perdu ce vers, mais c'est vraiment cette image du tremblement comme ça des destins. C'est très très beau. Et on voit effectivement ce qui mène cet homme, et tu reconstitues un petit peu, tu retrouves toute la complexité de ces hasards. Et j'aime beaucoup ta lecture, enfin ton lien que tu fais avec ce poème d'Apollinaire que certains connaissent peut-être, qui est donc Zone au début du recueil Alcool. Peut-être que ton Franz Reichelt est le jeu et cette première personne qui s'exprime dans ce poème parfois et qui dit voilà, je suis fasciné par le Christ, par les aéroplanes, etc. Et c'est vrai qu'il y a une grande poésie finalement de ton texte. Et d'ailleurs, c'est une des questions que je voulais te poser. On va ensuite avoir la chance d'avoir une intervention Oui. de Clarisse Gorokoff, qui est écrivaine, romancière et ma complice dans ses formations d'écriture. Et avant ça, je voulais te poser justement cette question de la poésie. Je sais que toi-même, tu es un grand lecteur de poésie, qui est une passion qu'on partage. Est-ce que tu penses qu'il y a, alors je ne sais pas comment tu le vois, mais une forme de poésie de l'histoire ou une forme de, en tout cas, elle est présente dans ton texte, de poésie dans cette fiction historique? Je ne sais pas si la part de poésie est appelée par l'histoire en elle-même, par le fait que ce soit ancien, ou alors, effectivement, peut-être le rapport au passé donne une coloration un peu mélancolique, un peu triste, qui se prête bien au niveau thématique à une certaine poésie. Mais au-delà de ce qui est thématique, je crois effectivement que le roman, qu'il soit historique ou non, peut se rapprocher de la poésie. Il y a une phrase de Raymond Queneau que j'aime bien, qui dit qu'on peut faire rimer des personnages et des situations, de même qu'on fait rimer des mots. Et c'est une manière pour le romancier de créer de la poésie à une échelle qui n'est pas simplement celle des sons, et singulièrement des sons en fin de ligne que sont les rimes, mais à l'échelle de toute la structure. Un peu comme dans une symphonie, on va faire revenir des phrases, euh, la sonate de Vinteuil ou ce genre de choses. Donc, plus ou moins consciemment, effectivement, j'ai essayé de créer ces effets d'écho, de récurrence avec des personnages qui se, qui se rappellent, qui se font écho les uns des autres, les deux figures d'enfants, les deux figures de femmes, les deux figures d'inventeurs fous, parce que Rachel le tailleur pour dames et Antonio Fernandez, le tailleur pour dames qui devient aviateur, sont presque le même homme. Et puis évidemment, ces grandes rimes que sont euh, la mort spectaculaire et mystérieuse de Reichelt, la mort accidentelle de mon grand-père et la mort voulue par suicide de mon ami se font aussi écho. Donc, je crois qu'il y a la place pour de la poésie dans la structure. Et il y a aussi autre chose, tout à l'heure j'ai parlé de Queneau, là je vais parler d'Éluard, une phrase que je cite souvent, et les anciens là, qui sont là vont la reconnaître. C'est cette phrase d'Éluard qui dit que le poète n'est pas celui qui est inspiré, comme on le croit dans la conception un peu romantique de la poésie, mais c'est celui qui inspire. Hmm. Ce qui définit le poète, je dis pas du tout que je suis poète, hein, je restitue ce que dit Éluard. Éluard dit que le poète est celui qui finalement va ouvrir chez les lecteurs la possibilité d'une appropriation du texte et d'un prolongement qui sera infiniment personnel. Et Éluard dit à cet égard que ce sont les marges blanches qui garantissent cette poésie. Les marges blanches qu'il y a autour du texte poétique sont ce qui permettent. Bonjour Clarisse. Bonjour Étienne, salut. Les Bonjour marges Clarisse. blanches, les marges blanches sont ce qui permettent au lecteur de devenir poète grâce au texte de départ. Et là, effectivement, d'une manière générale, j'aime pas les textes trop pleins. J'aime pas les textes trop longs, trop explicites, qui nous disent trop ce que nous devons penser, ressentir. Et j'apprécie les textes qui ouvrent des portes, pour revenir encore à ces portes qui tremblent dont tu parlais tout à l'heure, et qui permettent au lecteur de réécrire leur propre histoire. Et ça passe par des marges, ça passe par des textes courts, ça passe par des fragments, euh, ça peut passer aussi par des mots très simples qui n'est pas de la surcharge au niveau du lexique ou de la syntaxe, mais que des phrases et des mots simples permettent ce tremblement, justement, dont tu parlais. Et ça me rappelait une jolie phrase, je ne l'ai plus en tête. Si, c'est un texte de Proust qui est magnifique. C'est tout le débat entre Mallarmé et Proust sur l'hermétisme. Et donc, il y a un texte où Proust, en fait, reproche à Mallarmé son goût de l'hermétisme et dit que le texte littéraire n'est jamais aussi fort pour les lecteurs
que lorsqu'il choisit des mots extrêmement simples que tout le monde peut connaître. Et il dit par exemple la mer, le soleil, le ciel. Et on peut faire tout un poème avec ces quelques mots. Parce que ça suffit à susciter chez les personnes qui nous lisent tellement de réminiscences, et on sait l'importance que ça a chez Proust, que l'effet de poésie sera créé par cette simplicité. Oui, c'est passionnant, c'est passionnant. On pourrait vraiment en parler des heures de cette question. Et je confirme que la poésie de ce texte n'est pas quelque chose de plaqué qui viendrait comme ça. Il n'y a rien de pire euh, sur littérariser, poétiser quelque chose, mais vient vraiment de l'émotion. Alors là, peut-être que tu es un écrivain lyrique dans cette dimension-là, parce que la poésie Ouais. de ces drames aussi que tu racontes parmi tes proches apporte une émotion justement très belle à cette histoire. Alors, je suis ravi de retrouver. Je saisis l'occasion, pardon, juste, c'est une spéciale dédicace à mes anciens élèves. Mardi, j'ai rencontré Jean-Michel Maupoy, Ah, vous savez, le spécialiste du lyrisme, oui. qui a écrit plein de sujets de dissertation, entre autres, sur lesquels mes élèves ont souffert. Et je dire à tout le monde que maintenant je tutoie Jean-Michel Maupoy, que je suis encore bouleversé. C'est très bien entendu que c'était super. Mais je pense que vous êtes tous les Et ça deux, fait oui, parler vous pendant êtes tous longtemps. les deux, vous avez tous les deux un poète lyrique en vous, Mais oui, moderne. puis ce que j'aime beaucoup chez Maupoy, c'est la manière dont il théorise et met en pratique ce qu'il appelle un lyrisme critique. Oui. Après, il y a plein de métaphores, un lyrisme étouffé, Mm, discret, cassé. Enfin, c'est pas mm, le lyrisme triomphal où mm, il y a plein de mots mm, d'Agrippa d'Aubigné ou Victor mm. Hugo. C'est un lyrisme un peu fêlé à côté. Voilà, à Clarisse. Salut, Bonjour, bah, merci beaucoup bonjour Étienne. Je ne Clarisse. suis pas du tout retardataire. J'ai voulu expressément vous laisser ce petit moment de discussion intime et d'arriver en plein milieu pour que ça crée un moment différent. Et ça tombe très bien parce que vous en étiez justement à évoquer la poésie de l'histoire. Est-ce que tu viens de demander, de poser cette question, Olivier, qui est très intéressante. Est-ce qu'on peut écrire l'histoire de manière poétique? Et je vais un peu bifurquer, puisque c'est aussi le propre de la chute, de faire basculer les choses d'une situation vers une autre et de manière souvent irréversible. Je suis en train de lire ton livre, Étienne, qui est en effet très poétique. Et moi, je trouve qu'il y a une poésie énorme dans la chute même. Et il se trouve que je suis en train d'écrire justement un livre sur la chute, en prenant comme point de départ une photographe qui a voulu aussi, comme ton ami, c'est très, voilà, cette histoire très tragique et comme toutes ces personnes qui font le choix de, de, de s'extraire de la vie par une chute fatale. Et à mesure que je me plonge dans sa vie, dans son destin et dans sa chute, je me rends compte qu'il y a ceux qui écrivent sur la chute et ceux qui chutent vraiment, sans texte, sans paratexte, sans parachute non plus. Et je ne sais pas, ma question, c'est est-ce que quand tu as écrit ce livre, est-ce que tu as été saisi d'une sorte d'obsession ou de mouvement? Est-ce que tu as senti en toi ce mouvement justement qui est la chute, le corps qui tombe, comme si tu l'avais vécu dans ta chair en fait, et pas seulement par procuration. Est-ce que tu l'as senti physiquement, cette chute? Alors, oui, il y a des émotions tellement fortes qu'elles prennent une dimension physique quand on écrit, je suis d'accord, mais j'essaierai pas de faire croire que j'ai ressenti ce que pourrait susciter une vraie chute, et sûrement pas une chute aussi décisive et aussi terrible qu'une chute suicidaire ou une chute depuis la Tour Eiffel. Mm. Donc, c'est pas la même chose évidemment que les chutes dont je parle, mais il y a eu une forme de version complètement adoucie qui passe par les mots. Parce qu'en effet aussi, il y a des chutes qui sont physiques et puis il y a aussi toutes ces chutes métaphoriques qu'on vit tous, qui pourraient être en fait les synonymes de tout ce qui est de l'ordre de la décadence, aussi le contraire bah, quand on cesse de s'élever, quand on cesse, quand il n'y a plus d'ascension, quand voilà, tout d'un coup on a l'impression de choir ou que quelque chose nous échappe ou qu'on laisse tomber quelque chose dans nos vies d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue philosophique, ça nous arrive très souvent de laisser choir les choses, les gens, les histoires d'amour, d'amitié. Et parfois, c'est pour un mieux, un bien. Enfin, on le fait aussi pas toujours de manière abandonniste. Donc, il y a aussi tout cet Oui, je suis bien aspect d'accord. métaphorique de la chute C'est que je trouve c'est un thème extraordinairement riche parce qu'il y a la grande dimension métaphysique, la chute avec une majuscule, la chute biblique, etc. Qui sera si important chez Victor Hugo, par exemple, dans Les Misérables. Mais il y a aussi les petites chutes de la vie qui sont pas forcément malheureuses, comme tu l'as dit,
qui parfois sont franchement joyeuses. Je pense, là, je raisonne encore en prof, mais c'est chez Stendhal où il y a plein de chutes comme ça. Julien Sorel, dans Le Rouge et le Noir, à un moment, tombe de son cheval, il salit la chemise ou un truc comme ça, et il se rend compte qu'en racontant ce qui lui est arrivé à un dîner mondain chez le marquis de la Mole, il fait rire tout le monde. Et alors qu'il avait honte à l'idée d'être tombé de son cheval, il se rend compte qu'il peut devenir euh, complètement glamour, en fait, en racontant cette chute. Et donc là, il y a une chute vraiment joyeuse qui donne un éclairage très différent à cette grande question. Tout à fait. Et pour citer, là, c'est à mon tour de faire une citation. En plus, elle a changé ma vie, cette phrase. Et je suis même pas sûre, j'arrive pas à la trouver. C'est une phrase de Paul Valéry, à 19 ans, que mon prof de phénoménologie à la Sorbonne, le fameux Renaud Barbaras, dans un des premiers cours, avait cité. C'est: la marche est une chute rattrapée. Alors, ça paraît tout simple quand on l'entend à première écoute, et elle est vertigineuse comme phrase, parce que c'est justement une remise en question totale de la totalité, et à commencer par ce qu'on fait de manière, tout ce qu'on prend pour acquis, tout ce qu'on fait de manière complètement naturelle et spontanée, à savoir vivre, alors qu'en fait on a appris à vivre, on a appris à marcher, on n'a peut-être pas appris à respirer, mais en tout cas on a appris à respirer correctement, sans déranger les autres, voilà, et la marche est une chute rattrapée. Je me suis dit, mais alors en fait, tout ce qu'on fait, ce qu'on croit faire, peut toujours être torpillé, on peut toujours le renverser. Je ne sais pas si cette phrase est spécifiquement liée à la chute, mais il y a quand même l'idée qu'en fait, la chute est partout. Elle nous guette, on la traque, et je pense aussi que c'est presque un fantasme collectif, en fait, puisque dans nos vies, on a plutôt tendance à vouloir s'élever. C'est plutôt l'ambition qui est mise au premier plan. Voilà, il faut plutôt aller vers l'essor, l'éclosion, l'ascension. Mais moi, je pense que déjà, plus on monte, plus la chute est fracassante quand même. Donc la peur de la chute est terrifiante. Et surtout, je pense qu'on a tous ce fantasme en nous de cette chute, puisqu'on sait que par définition, il n'y a pas d'ascension sans potentielle chute, et qu'à la fin, de toute façon, on va tous mourir, peut-être pas en chutant, mais quand même en disparaissant. Donc ça aussi, c'était une question que je voulais te poser. Est-ce que tu crois qu'il y a un effet de procuration de la chute? C'est-à-dire, tout le monde ne va pas se balancer par la fenêtre, heureusement, mais les spectateurs qui étaient là pour regarder Franz chuter, alors qu'ils savaient qu'il allait mourir, est-ce que finalement ils ne vivaient pas leur espèce de fantasme de la chute à travers quelqu'un qui, lui, euh, est allé au bout de sa chute? Est-ce qu'il n'y a pas un fantasme de la chute, de la tragédie? Oui, il y a un fantasme, je pense qu'il y a un désir, il y a une pulsion. Alors, un freudien vous dirait sûrement une pulsion de mort, mais c'est Pascal, je crois, qui explique que cette expérience aussi banale qu'est le vertige nous confronte finalement non pas à la peur de tomber, mais à un désir de sauter. Si on a si peur quand on a le vertige, c'est que on sent que quelque chose ou quelqu'un en nous est attiré par ce vide. Exactement. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement banal en fait et partagé. Et puis généralement, ce rapport à la chute, je crois qu'on le partage tous, et c'est l'une des choses qui m'ont le plus frappé depuis que ce bouquin, Les Envolées, existe et que j'ai l'occasion de parler avec des lecteurs. C'est dans ces quelques secondes ou minutes si étranges qu'on peut échanger avec quelqu'un lorsqu'on dédicace un livre, et qu'on est un peu comme un confesseur et qu'on entend des choses qu'on n'est pas forcément censé entendre, enfin, une espèce de mini-rencontre qui parfois marque durablement. Et bien souvent, des gens me disent au choix, ah oui, un jour je suis tombé en montagne, je me suis cassé le pied. Ah oui, quelqu'un dans ma famille a sauté par la fenêtre. Oh là, j'ai tellement le vertige. Ou quand j'étais petite, je rêvais que je volais en agitant les bras. Enfin, et je vois que nous avons tous des histoires de chute à raconter. Et j'ai hâte de lire celle que tu raconteras la prochaine. Bah, merci beaucoup. Oui, quelque part, elle appellera à la fois le même fantasme et la même tragédie. Et c'est un petit peu ça, et tu viens de confirmer, c'est que c'est une tragédie qui est accolée à son désir et à son fantasme, je pense, plus que dans une autre forme de suicide. D'ailleurs, je parlais avec un ami, Nick Flynn, un écrivain américain que j'adore, qui me disait que un psychiatre lui avait dit que toutes les personnes, que en général, quand on fait le choix de la mort par chute, c'est qu'on a un grand besoin de respirer. On ouvre la fenêtre parce qu'avant tout, on a envie de s'évader, de respirer. Ce que je trouve c'est le souffle, en fait. Le souffle, c'est la vie. Donc, c'est complètement antinomique de la mort et du fracas et de la faim. Et Nick me disait aussi que en fait, il y a eu beaucoup de suicides dans des villes à ponts vertigineux. Là d'ailleurs, je suis à Istanbul, il y a des grands ponts comme à San Francisco. Ils les ont fermés comme à New York, comme à San Francisco, parce que ça devenait des the place not to be anymore. Enfin non, c'est pas très drôle ce que je viens de dire, mais quelque part des lieux où les gens avaient envie de se pointer pour mourir.
À ce qui paraît, les quelques rares rescapés de ces chutes censées être fatales, parce que normalement, quand on chute d'une telle hauteur, la loi de la gravité, c'est quand même elle qui se charge de nous tuer. Ça aussi, c'est très intéressant. C'est une loi physique qui nous tue. La loi de la gravité doit nous tuer sur le coup, parce qu'en fait, c'est comme si on tombait sur du béton. Et certaines personnes en ont réchappé. Et à ce qui paraît, quand on leur a posé la question, toutes les personnes qui en ont réchappé, enfin une grande majorité, dit avoir regretté instantanément, à peine une seconde après avoir regretté d'avoir sauté. Et ça aussi, je trouve que D'accord. c'est très intéressant. Parce qu'on ne peut pas demander à ceux Ouais. qui n'ont pas réussi, qui ont réussi enfin, à mourir. Et cette Bien part de sûr. regret, parce qu'une chute, ça dure quand même quelques secondes. Et il y a cette fameuse blague que je comprenais pas quand j'étais petite. Jusque-là, tout va bien, jusque-là, tout va bien. Je me disais, c'est pas drôle. Maintenant, je comprends. Oui, c'est vrai que tant qu'on est en vie, on a beau être précipité vers la mort, on est quand même intègre. On est encore en vie, même si on est en plein milieu de la chute. Et donc, je sais pas si cet aspect-là aussi vous interpelle, ce côté, ces quelques petites secondes qui peuvent encore se disputer, à travers lesquelles se disputent les pulsions de vie et de mort. Oui, Elles sont très bien propres sûr. à la chute aussi, je trouve. Donc, Sans doute qu'on se sent intensément vivant pendant ces quelques rares secondes qui conduisent à la mort. Sans mm. doute. Je sais pas. Oui, c'est vrai qu'on peut pas le savoir. Oui, Olivier, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, justement, cette... Non, c'est passionnant pour plein de raisons et j'aime bien t'écouter, Clarisse, sur cette question-là, qui je sais est très très incarnée et vécue. Et il me semble qu'il y a une question pour revenir à ton roman, Étienne. Est-ce que tu as le sentiment, puisqu'on a parlé de comment, en tant qu'écrivain, en tant que romancier, tu intériorises ce personnage, tu mets en œuvre une forme de sympathie au sens étymologique, de vraiment être, comprendre, souffrir avec ce personnage de Franz Reichelt. Est-ce que, pour faire le pont avec la question de Clarisse, tu as eu le sentiment de finalement de comprendre vraiment intimement le moment où, alors certes, tu n'as pas fait l'expérience qu'il a fait lui, mais si tu as le sentiment à un moment d'avoir compris, d'avoir eu cette cet élan? sympathie qui te pousse à comprendre profondément ce geste quand Reichelt en 1913, je me trompe peut-être, 12, ouais. 12 Mm. s'élance comme ça de ce premier étage. Parce que moi, ce qui m'a frappé tout à l'heure en t'écoutant, cette idée, obsessionnellement, je visionne et je revisionne et je revisionne. Ayant une personnalité obsessionnelle, je comprends très bien ça. Je revisionne quelque Mm. chose. Et comme si en plus tu mettais en œuvre une sorte de processus un peu démiurgique. Je le ressuscite, il remeurt, je le ressuscite, il meurt, je le ressuscite. Et est-ce qu'à un moment tu as eu le sentiment de comprendre de l'intérieur ce geste ou pas? Eh bien, ta question était intéressante parce qu'elle part du principe que la sympathie vise à mieux comprendre. Et je me demande si la sympathie et la tendresse ne sont pas une fin en soi. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que Reichelt veut faire. Ou alors, je dirais que personnellement, j'ai l'intuition qu'il y croyait. Je veux dire qu'il pensait que le parachute allait s'ouvrir, même si, je répète, tous les tests précédents ont échoué. J'ai l'intuition qu'il espérait un miracle, qu'il pensait qu'il méritait un miracle parce qu'il a tellement prouvé au ciel ou à je ne sais quel force supérieure son abnégation qu'il serait récompensé. Mais ça, je le dis pas dans le texte. C'est mon sentiment très personnel. Je pense que le texte doit laisser les questions ouvertes et pas forcément chercher à mieux comprendre, mais à chercher à créer cette possibilité de se mettre à la place, d'essayer de comprendre, d'essayer de comprendre et essayer beaucoup plus que comprendre. Ça me paraît déjà bien suffisant et puis plus juste, plus honnête parce que la compréhension qu'on en aura, bonjour Célina, la compréhension qu'on en aura demeure toujours largement hypothétique. Salut Célima. Hello. Bonjour, bonjour Célima, merci Étienne. Je trouve ta réponse passionnante, effectivement. Alors, cette Icare, finalement, moderne, qui est, euh, qui est Franz, gardera sans doute à jamais son mystère, et tant mieux. Célima, on est ravi de t'accueillir. Tu es poétesse, entre autres talents. Est-ce que, justement, cette figure-là de cet homme qui choisit de, enfin, de ces deux hommes, le premier qui se jette de la Tour Eiffel et le second que nous avons en live qui décide d'écrire sur ce destin. Est-ce que ces deux hommes et ces deux gestes
t'inspire et résonne avec ton travail? Bah, moi, ouais, j'ai trouvé ça j'ai trouvé le roman vraiment magnifique. Dans le tissage, en fait, par résonance, que j'ai trouvé très poétique entre, du coup, les éléments biographiques et les éléments de cette chute et de ces instants qui sont pas vraiment, j'avais pas l'impression qu'il y avait une tentative d'explication, mais plutôt une mise en espace ou une mise sur le papier de différentes choses qui se juxtaposent et qui créent un sens par elles-mêmes et qui, pour moi, est vraiment l'essence un peu de la poésie. Et dès lors, en fait, ce geste-là de se jeter avec un parachute qui ne marche pas, en fait, moi, ça me semble très proche du geste même d'écrire, en fait, où on ne sait pas où on va. Bon, en général, on risque pas de mourir de manière réelle, mais il y a quand même quelque chose. Et de ce que tu disais aussi, Clarisse, sur plus on va monter, en fait, et plus le risque de chute, donc plus on va avoir un projet qui, euh, qui, qui est grandiloquent, plus le risque de chuter et en même temps l'attrait pour la chute est grand. Du coup, j'ai trouvé que c'était très très beau dans le roman. Mais Oui, ouais. Je peux parler. Merci beaucoup, Céline. Je réponds sur le premier point, sur l'idée que l'invention du parachute, ça peut être une forme de métaphore de l'écriture, de ce saut dans le vide qui est le passage à l'écriture. J'ai une petite anecdote, j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais peut-être le tout premier retour que j'ai eu sur mon bouquin, avant la parution, ou le deuxième, au tout début, c'était un mail d'Alexandre Postel, que vous devez connaître, Clarisse Olivier, un prof de lettres et auteur Gallimard, qui a eu auteur d'Un homme le effacé. prix Goncourt du premier roman aussi, je crois, il y a quelques années. Oui, pour Un homme effacé. Bref, Alexandre, à qui j'avais envoyé le bouquin, m'a envoyé un mail après en me disant: Ah ouais, ton bouquin, machin intéressant, tout ça. En fait, c'est une métaphore de l'artiste. Rachel, le tailleur pour dame, est une métaphore de l'artiste. Et ça m'a beaucoup étonné. Franchement, je n'avais pas du tout conscientisé cette piste de lecture. Je l'ai trouvée très intéressante. Je me suis même dit, quelle bonne idée, j'aurais aimé la voir et la mettre dans mon texte explicitement. Et quelques semaines plus tard, j'ai été invité à lire quelques pages du bouquin, comme ça arrive souvent dans une librairie, et on m'a demandé de lire la première page. Et à la première page, ligne 5 ou 6, il y a écrit quelque chose comme on dirait l'artiste qui chavire sous le poids d'un amour débordant, un truc comme ça. En fait, je décrivais une photographie où Rachel, tu as les bras un peu en arrière, il a les yeux fermés, il a une expression très douce. Et il m'a fait penser à un chanteur d'opéra ou un artiste de théâtre, pardon, qui salue son public à la fin du spectacle. Et c'est tout. Mais j'écris on dirait l'artiste, autorisant cette lecture. Quoi. J'ai donné une clé, ligne 5 du bouquin, qui fait de Rachel une figure d'artiste. Et je n'ai pas fait exprès, mais c'est dans le texte. Et plus j'y pense, plus ça me paraît juste. Parce que ce parachute qui ne fonctionne pas, c'est un peu l'œuvre littéraire qui n'est pas faite pour fonctionner, qui n'est pas faite pour avoir une utilité, dont on a l'illusion qu'elle va changer le monde, mais dont on sait bien au fond qu'elle ne changera pas le monde et qu'on peut risquer quelque chose de très lourd avec cette invention. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment la dimension de prise de risque et de nécessité versus inutilité, vacuité ou accident. Il y a aussi ça, je pense, Célima, encore plus dans la poésie peut-être, que l'accident est recherché même quand il y a du travail. L'effet accidentel est toujours une source d'interrogation, d'excitation, parce que tout d'un coup, ça vient justement perturber le cours normal des choses, le cours normal de la langue, l'enchaînement des mots tel on l'applique et on le pratique beaucoup trop souvent, qui en fait nous en sert. Et on revient aussi un peu à cette dimension. Donc la prise de risque, c'est aussi cette aspiration pour quelque chose de plus grand, une liberté plus forte, un souffle plus grand. Alors qu'en fait, on sait très bien que souvent, il n'y a que la mort, enfin, pas dans l'art, hein, mais je pense que ouais, la métaphore aussi peut aller dans le geste de la création artistique, peut aussi aller de est-ce qu'on peut vraiment créer ce qu'on crée vraiment quand on s'adosse pas à quelque chose d'un peu morbide, même si on n'évoque pas la mort directement. Mais est-ce qu'elle n'est pas toujours un petit peu là quand même comme première muse, même si on n'indique pas son nom? Je sais pas. Est-ce que vous en pensez en tant qu'artiste, tous autant que vous êtes? Bah, Garcia Lorca écrivait avec ses amis la façon dont il allait mourir et il s'amusait à faire ça. Et c'est très espagnol d'ailleurs ça. Et il peut avoir une érotisation presque de la mort qui est très intéressante, qui peut être romantique ou autre. Mais je trouve que c'est intéressant cette fascination. Il y a un texte d'Edgar Poe qu'on n'a pas cité sur cet homme le démon de la perversité qui a envie finalement qui a envie de tomber de cette falaise.
Mais Mm. je trouve que c'est vraiment une figure étonnante, la chute. Et puis, on n'a pas parlé de l'aspect très littéraire et très concret d'une chute dans un texte, dans un poème, justement, Selima, Mm. ou dans un récit. Il y a une dimension dramatique, quoi, qui est extraordinaire. Et C'est vrai, hein. voilà. Est-ce Mm. que, est-ce qu'on pourra élucider finalement ce mystère? Comme tu disais, Étienne, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, et tant mieux, qui restera indéchiffrable. Et on a besoin de personnages mystérieux. Finalement, on a beaucoup aujourd'hui de romans et peut-être une vision de la littérature, sans généraliser, qui apporte beaucoup de réponses, alors que peut-être l'intérêt serait de creuser des questions fondamentales sans forcément toujours y répondre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et juste à propos de poésie, il y a aussi une grande poétesse autrichienne ou allemande, Ingeborg Bachmann, dont le titre du recueil de nouvelles, qui est vraiment magnifique et qui est aussi vertigineux, c'est Toute personne qui chute a des ailes. Et ça aussi, c'est une phrase comment dire, qui porte quelque chose qui suffit à elle-même tant elle ouvre de perspectives, mais très poétique, parce que toute personne qui chute a des ailes, on se dit a priori c'est quand même c'est une incohérence, c'est presque une absurdité, et en réalité, et je pense que là ça pourrait complètement caractériser le personnage de Franz dans ton roman, Étienne, c'est qu'il a des ailes, forcément, sinon il n'aurait pas sauté. Il a des ailes dans sa tête, dans son cœur, dans son âme. Pour le commun des mortels, il en a pas. C'est un fou insensé qui va mourir et il va mourir. Du côté de la réalité, il n'a absolument pas d'ailes. Et la réalité lui donne tort. Mais du côté de la poésie, il a des ailes. Et d'ailleurs, un siècle après, plus d'un siècle après, il est un personnage de roman et il touche des milliers de personnes. Donc, quelque part, il a des ailes. Il en avait déjà et ses ailes se transmettent d'insensé pour les autres en poète que tu Les, es, en auteur. les ailes du désir. Exactement, les ailes du désir. Exactement. De Wim Wenders, que j'en parlais hier soir avec des amis. Il faut que je revoie ce film. Tout à fait. C'est aussi très juste, très pertinent. Oui, cette phrase de Bachmann, enfin, ce vers qui donne son titre au recueil, c'est intéressant parce que c'est une phrase de poétesse, mais qui rend bien compte de ce que le roman peut être, ou voire est fondamentalement dans son histoire. La personne qui chute, qui a des ailes, ça veut dire que la personne qui échoue, finalement, a une forme de grandeur. Mm. Et je crois qu'historiquement, le roman est le genre qui prend le parti des perdants Exactement. contre l'épopée dans l'Antiquité. Et le roman va chercher du côté des marges, des losers, des perdants, va chercher de la grandeur et une expérience de l'humanité qui est l'expérience de la vie, qui est peut-être plus intense qu'ailleurs. Et comme j'aime bien le dire, c'est une évidence, mais que un personnage comme Napoléon est plus intéressant à Waterloo où il est battu, ou à Sainte-Hélène où il meurt, que à Austerlitz où il remporte une bataille. C'est un personnage d'épopée à Austerlitz, mais l'épopée on s'en fout, alors que le roman va chercher du côté de l'échec une forme de dignité. Mm. La majesté des souffrances humaines, comme dit Vigny. Mm. Et j'enchaîne avec un autre poète tout à l'heure. Allez, on récite toutes nos citations. Tu disais, Clarisse, que la mort était la muse, c'était le grand sujet. Il y a ces deux vers magnifiques de Jacotet que j'aime énormément, et les vers et le poète. Jacotet qui dit quelque chose de mémoire comme lointaine ou proche selon son désir, la mort, soit l'aliment de la lumière inépuisable. Que la mort soit l'aliment de la lumière inépuisable. Ouais. Tout ce qui s'écrit, en fait, prend son sens, se nourrit de cette expérience de la mort, qui est évidemment à la fois banale et fondamentale dans l'écriture. Il y a cette épigraphe de Kerouac aussi, dans Vision de Cody, je crois, qui me bouleverse tout le temps, qui est à la fois un peu bête, tellement elle est évidente, mais tellement juste qu'elle peut paraître bête. C'est quelque chose comme j'écris ce livre parce que nous allons tous mourir. Ouais. Et on en est là, en fait. Exactement. Sinon, à quoi bon écrire? Exactement, tout à fait. Alors, j'ai une question qui risque de nous laisser encore quelques espoirs de survie, mais tu parlais d'échec tout à l'heure. Toi qui as réussi ce pari de ce merveilleux premier roman, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui suivent des formations à l'écriture ou qui tout simplement sont intéressés par l'écriture. Est-ce que quelle a été selon toi la majeure difficulté que tu as rencontrée à la fois dans le processus d'écriture d'un premier roman, après avoir écrit, certes, et publié des essais brillants, mais ce passage à la fiction, et en particulier avec ce projet-là, d'écrire la vie de Franz Reichelt, quelle a été la plus grande difficulté que tu as pu traverser finalement? Alors, la plus grande difficulté technique a consisté à faire coïncider une chronologie romanesque, donc largement fictionnelle, et ce qui était donné par le matériau historique.
Donc, je l'ai dit, c'est pas un roman historique, mais enfin, je voulais pas non plus écrire des choses aberrantes par rapport à ce que le véritable Reichelt a vécu, et faire coïncider les dates qui nous sont données par les articles de journaux ou les témoignages de l'époque, et la manière dont je lui fais rencontrer tel ou tel personnage. J'ai beaucoup souffert. Et il y a une autre difficulté, mais qui est plus une difficulté presque personnelle, ça a été de mettre des mots sur le suicide de cette amie Muriel M dans le texte. Mais ça, c'est pas une difficulté technique littéraire, c'est parce que ça nous confronte à ce qu'il y a de plus intensément humain dans l'écriture. Oui, je trouve que le fond, n'étant jamais, bien sûr, dissociable de la forme, cette tonalité poétique, j'ai presque quelque chose de Modiano parfois, tu as parlé d'Apollinaire, mais quelque chose de très, très feutré, de très, très, et très juste, justement, pour évoquer les drames que tu suggères, et je trouve que c'est particulièrement fort d'avoir réussi à suggérer avec une telle sobriété, économie de moyens et cet art-là de la concision. Et vraiment, les pages sur cet ami sont vraiment bouleversantes, vraiment, et je trouve que souvent l'ellipse dans l'écriture est très très puissante. Moi, souvent, et Oui, je oui. m'inclus, envie de tout raconter, voilà, on peut être très profus, et quand on écrit, l'idée de vraiment trouver cette économie-là est difficile, et tu le fais très très bien. J'encourage aussi les gens qui effectivement sont dans l'écriture d'un premier roman à lire ce livre, parce que c'est une réussite dans ce projet-là aussi. Mais je sais pas si c'est difficile en réalité. Euh, L'effet produit est très économique, au sens où, avec peu de mots, on a rapidement l'illusion que les personnages dont on parle ressemblent un peu à des personnes réelles. Parce que dans la vraie vie, les autres ne nous sont donnés que de manière extrêmement fragmentée. Dans la vraie vie, on n'a pas un portrait balsacien des personnes qu'on croise. Et donc, pour créer un peu cet effet de vérité que le roman peut essayer d'approcher, je crois que on a tout intérêt à pas trop en dire, à suggérer. Et je pense que c'est une histoire comme ça, puisque tu parles des personnes qui se lancent dans un premier roman. J'ai lu récemment, comment ça s'appelle? Un bouquin de Murakami qui devait s'appeler, je crois, Profession romancier, où il revient sur son parcours. Et il a écrit quelque chose qui me paraît fascinant et très significatif. Il dit que son premier roman, il l'a écrit en anglais. Pourquoi en anglais? Parce qu'il n'était, dit-il, pas très bon en anglais, et que du coup, sa maîtrise un peu fragile de l'anglais allait faire qu'il allait écrire des phrases beaucoup plus simples que ce qu'il aurait écrit directement en japonais. Et après, il a retraduit en japonais ce qu'il avait écrit en anglais, et il a été publié. Donc il y a une sorte d'ascèse qui est passée par un appauvrissement de la langue, qui, selon lui, lui a permis de... Ça Et tombe ça, très c'est un bien, petit parce que peu bon. j'avais envie d'écrire mon prochain roman en roumain, En en japonais. Ah, roumain, en j'étais sûre japonais. que tu allais dire en roumain. Je sais pas pourquoi, j'étais sûre que tu allais dire en roumain. Et c'est vrai, Beckett aussi, je Ouais. crois, dit j'ai réussi à m'appauvrir en écrivant en français, et il a inventé cette langue qui n'est qu'à lui. Alors on a malheureusement on va devoir malheureusement Rendre se quitter l'antenne. bientôt, rendre l'antenne. Est-ce que Clarisse et Lima, vous avez peut-être une dernière question? Il y a aussi une question qui nous vient de Balsam, qui nous dit justement, tu es en train d'évoquer cette question. Les gouffres intérieurs humains sont tellement profonds devant la langue. La difficulté majeure que je rencontre dans l'écriture, c'est l'insuffisance langagière. Alors, est-ce que tu as un remède à cette insuffisance, Étienne? Que faire de cette insuffisance? Ressentie, sans doute ressentie. Mais je redirais ce que dit Proust dans son débat avec Mallarmé. Les mots les plus simples sont finalement les plus justes et les plus honnêtes. Parce que c'est les mots qui partent du principe que l'insuffisance est là et qu'on ne pourra pas la dépasser. Il faut éviter les mots qui essaient de créer l'illusion qu'on a plein de mots en mémoire et qu'on est capable de faire plein de choses. Enfin, Mais on n'a est-ce pas que c'est besoin de dire que la neige véritablement, est... pardon, excuse-moi, Étienne, est-ce que c'est véritablement le mot lui-même ou la manière dont on l'associe à d'autres mots? Parce que, par exemple, Karine, qui est sur son blog Les Parenthèses élémentaires, c'est ça, fait justement revivre des mots désuets, elle le fait avec beaucoup de talent, nous montre bien que le mot en soi, bon, il n'a rien de terrifiant parce qu'il est désuet ou parce qu'il a l'air grandiloquent, c'est l'usage qu'on en fait. Et c'est les camarades avec lesquels on l'associe dans une phrase, je pense. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est le mot lui-même ou est-ce que c'est la tournure qu'on fait prendre à un mot
en l'associant à un rythme, à d'autres mots, à une syntaxe particulière? Est-ce qu'il y a des mots terrifiants ou des mots intimidants en soi? Donc d'accord, effectivement, c'est l'accord des mots qui crée cet entre-deux entre le silence et la musique dont parle Duras. Mais je crois que au niveau du mot lui-même, un lexique assez simple permet de s'approcher un peu plus des gouffres, sans les cacher. On n'a pas besoin de dire de la neige qu'elle est opalescente et coruscante, par exemple. Parce qu'il y a un côté, du coup, artificiel qui nous éloigne de la vérité de l'expérience humaine. Des mots simples et des phrases assez simples. Ce qui permettra d'ailleurs de mettre en valeur les phrases qui s'éloignent de cette simplicité, parce que on est là aussi pour varier les tonalités. Ouais, opalescente. Donc, pas d'opalescence pour un premier roman. D'ailleurs, oui, c'était un des thèmes de Mallarmé, non? Il y a pas, c'était pas son grand concept, l'opalescence. Bref. Merci beaucoup, en tout cas, Étienne. C'est très intéressant. Et c'est pour toutes les personnes, justement, qui se lancent dans l'écriture d'un premier roman ou même, en fait, il n'y a pas de premier roman. Moi, je pense que tous les romans, quand c'est nous qui les écrivons, ce sont le premier roman. C'est toujours le premier roman, puisque c'est toujours repartir à zéro de quelque chose qui est justement vertigineux, inconnu, qu'on contient à l'intérieur de nous-mêmes et dont on ne sait pas trop quoi faire. Ce qui est premier, c'est ce geste-là, en fait, c'est de faire quelque chose à partir de tout ce dont on ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, à tous les primo-romanciers, mais à tous ceux aussi qui en font à leur 150e, pas d'opalescence. C'est bien clair? Oui, merci Réminiscence, infiniment. ok, mais pas d'opalescence. Non, mais merci beaucoup, Étienne. Et merci, Célima. Et merci beaucoup, Olivier. C'était hyper intéressant de vous écouter tous les deux au début par rapport à l'histoire, voilà, à l'écriture de l'histoire elle-même. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont cette conversation a évolué au gré des affections, des intérêts, des toccades de nous quatre et de ceux qui se sont permis de poser des questions. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité et votre générosité, surtout Oui, Étienne. merci vraiment à tous. Merci Étienne infiniment. Et Merci. puis merci à toutes les personnes qui nous suivent. Vous pouvez retrouver le replay pour les personnes qui sont encore au travail sur la page donc Atelier Bohème, ainsi que tous les autres replays avec nos auteurs invités. Et je vous invite surtout à lire, si vous ne l'avez pas encore fait, et à offrir le roman d'Étienne qui s'appelle donc Les Envolés aux éditions Gallimard, une petite maison d'édition autrichienne. Voilà. Merci à tous et vraiment on est ravis de pouvoir partager ces moments. Bonne fin de journée. À très vite. Merci. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.